cycles chez Lovecraft. Il y a deux grands cycles. Il y a le mythe de Cthulhu, et l'autre grand cycle, c'est le cycle des contrées du rêve. C'est un cycle qui s'apparente aujourd'hui, on dirait, à l'héroïque fantasy, donjons, dragons, ce genre de choses. Et Lovecraft a été un des précurseurs, c'est un des premiers écrivains qui a donné dans la fantasy. Et son cycle de fantasy, qui est aussi un cycle, et pratiquement une machine, parce que c'est comme je vais vous le montrer, un ensemble qui s'auto-explique lui-même. C'est l'histoire d'un jeune homme de Boston qui s'appelle Randolph Carter. Et Randolph Carter, c'est grosso modo Lovecraft, et qui va franchir au sens propre du terme les portes du rêve, c'est-à-dire il va rentrer dans le rêve, il va descendre dans les contrées du rêve pour mener une recherche. Et sa recherche, c'est de retrouver les dieux qu'on a perdus. Donc encore cycle, forme, vie, machine, on tourne toujours sur les... Et lorsqu'il va arriver au terme de sa quête au château des dieux, il va rencontrer non pas un dieu, un ancien dieu, comme Lovecraft les appelle, mais un grand ancien, ne mélangeons pas, qui en l'occurrence s'appelle Nyarlathotep, et qui va le renvoyer à l'expéditeur, c'est-à-dire va le renvoyer chez lui à Boston. Donc on voit bien, on a bouclé. Et Randolph Carter va se retrouver chez lui, non pas à Providence, mais à Boston. Alors Lovecraft s'est beaucoup expliqué sur les cycles, il a beaucoup écrit sur les cycles, en dehors de la fiction. Il faut savoir que Lovecraft a écrit beaucoup de fiction, il a écrit des nouvelles, il a écrit des poèmes, mais il a surtout écrit des milliers et des milliers de lettres à des correspondants tout autour des États-Unis. Je reviens sur la forme vide parce que il a beaucoup écrit sur la forme vide. Et Lovecraft reprendra cette analyse de la forme vide dans de nombreux textes. Et il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Les autres dieux, où le narrateur, là encore, part à la recherche des dieux qui disparaissent. Et il y a un passage magnifique où il dit, en parlant de ces anciens dieux qui disparaissent, on les entend parfois pleurer la nuit. Les dieux pleurent la nuit parce que on ne croit plus en eux. Alors, on voudrait maintenant raisonner sur ce que j'appelle archétype et vision cosmique. Pour en terminer, si ma voix me permet d'aller jusqu'au bout, la source des visions cosmiques de Lovecraft, il y a une source, une grande source. Et la source, c'est le rêve. Et le rêve, c'est très intéressant parce qu'on flirte ici, je dis bien on flirte, et on ne se confond pas avec les théories de l'inconscient collectif de Jung, bien sûr. Ce sont des théories qui plongent dans le réservoir onirique et permettent d'identifier les archétypes. On va le voir, les archétypes, chez Lovecraft comme chez Pichon, sont une notion très importante. Alors, le rêve. Le rêve, une nouvelle qui veut tout dire, qui s'appelle Par-delà le mur du sommeil, où Lovecraft va s'expliquer sur le rêve, et il dit « Je me suis souvent demandé si la majeure partie des hommes ne prend jamais le temps de réfléchir à la signification formidable de certains rêves et du monde obscur auquel ils appartiennent. Sans doute, nos visions nocturnes ne sont-elles pour la plupart qu'un faible et imaginaire reflet de ce qui nous est arrivé à l'état de veille,
n'en déplaise à Freud avec son symbolisme puéril. Néanmoins, il en est d'autres, dont le caractère irréel ne permet aucune interprétation banale, dont l'effet impressionnant et un peu inquiétant suggère la possibilité de brefs aperçus d'une sphère d'existence mentale tout aussi importante que la vie physique, et pourtant séparée d'elle par une barrière presque infranchissable. Donc, Lovecraft est un matérialiste, un rationaliste, mais il s'interroge sur les rêves. Et il s'interroge sur les rêves, non pas de façon ésotérique, mais il y a quelque chose qui le gratte. Et ce qui le gratte, c'est le rêve. Bon, la conception habituelle, c'est de dire c'est une machine à recyclage de nos expériences, de notre vécu, enfin, de choses que nous avons vues, côtoyer, expérimenter. Et Lovecraft dit oui, mais quand même, quand je rêve de cités cyclopéennes, d'architecture bizarroïde, d'inscriptions dans des langues que je ne connais pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et très vite, il va déboucher, et ça fera peut-être le lien, enfin ça va. Mais il y a certainement des formes, il ne parle pas d'extraterrestres, hein, il parle de formes non humaines, enfin quelque chose qui n'est pas humain, et qui ont inspiré l'homme au travers de l'histoire. Alors que certains, on parlera des Grégor, on parlera d'élémentaux ou d'élémentaires. Et c'est très intéressant parce que on fait aussi la jonction ici, avec la magie, avec la magie rituelique, avec les invocations. Donc voilà, voilà tout ce qu'on trouve, cette ambiguïté formidable chez Lovecraft, ce qui fait qu'on appelle tout ça, avec Laurent Guillot, qu'on connaît tous ici, on appelle sa démarche une démarche de matérialisme ésotérique, parce qu'il y a quand même des choses un peu grattantes. Alors, on touche au travers du rêve, on touche à la notion d'archétype, qui est elle aussi très importante chez Lovecraft. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un autre grand cycle de Lovecraft. Alors il dit, ça c'est une véritable machine, donc le cycle du rêve de Randolph Carter, le petit Randolph Carter qui était parti à la recherche des anciens dieux. Et dans cette recherche des anciens dieux, Randolph Carter rencontre un grand ancien qui va lui expliquer le fonctionnement du monde, le fonctionnement de l'univers. Il lui explique que le temps n'existe pas et que toute chose est l'apparence d'une chose plus importante. Et alors, il va donner l'exemple suivant. Considérez la forme que vous appelez un cône. Vos géomètres la coupent à l'aide d'un plan et ils obtiennent un cercle. S'ils changent l'angle de la coupe, ils obtiennent une ellipse. S'ils changent à nouveau d'angle, c'est une parabole qu'ils obtiennent. Une parabole dont les extrémités vont se confondre avec les plus extrêmes limites de votre espace. Et pourtant, il s'agit du même cône, rien n'a changé, vous l'avez simplement coupé selon des angles différents. Les ellipses, les paraboles, les hyperboles sont par conséquent des illusions dont vous vous dites qu'elles changent car vous oubliez qu'elles ont toutes pour origine une figure spatiale inaltérable. Et le grand ancien qui lui fait cette démonstration à Randolph Carter va déboucher sur la notion d'archétype et d'archétype, et là il va très loin Lovecraft,
puisqu'il va parler d'archétype universel. En fait, la démonstration, c'est de montrer à Randolph Carter, par l'explication des cônes, des cercles, des coups, etc., mais que c'est la même chose, il va expliquer à Randolph Carter qu'il a été au cours de l'éternité 36 000 autres Randolph Carter qui ont possédé 36 000 autres mondes sur 36 000 autres planètes. Et il essaye de lui faire toucher du doigt que derrière tout ça, il y a un Randolph Carter, multiforme, multisalarial, et il définit son archétype universel. Alors ce n'est pas le grand architecte de l'univers, c'est l'archétype universel, mais là aussi c'est du matérialisme ésotérique qui fait vraiment réfléchir. Bon voilà, j'en ai pratiquement terminé. Sinon on s'en tient à ces esquisses de définition parfois tirées par les cheveux, mais il est évident pour moi que Lovecraft est lui aussi un machiniste. Il est évident qu'il y a de nombreuses résonances cycliques, résonances forme vide, mais ce qui fait la différence fondamentale entre les deux écrivains, c'est que Pichon décortique avec talent pour trouver du sens, alors que Lovecraft crée le mythe pour donner le sens. À ce titre, il appartient à la classe très distinguée des créateurs d'univers, mais n'oublions pas que ce qui les unit fondamentalement, c'est qu'ils sont tous les deux immergés dans le grand bain des archétypes, l'union universelle qui constitue le fondement de toute métaphysique.